Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons résumer le livre « Don't Believe Everything You Think » écrit par Joseph Nguyen. Ce livre examine notre façon de penser et de raisonner, et nous rappelle l'importance de rester sceptique et de remettre en question nos croyances. Le premier chapitre aborde un sujet fondamental pour toute personne souhaitant développer son esprit critique et améliorer sa capacité à raisonner de manière efficace, la reconnaissance des biais cognitifs. En effet, l'auteur nous rappelle que nous avons tous des croyances, des préjugés et des idées préconçues, et que ces biais peuvent nous empêcher de voir la vérité ou de considérer d'autres perspectives. Ces biais cognitifs sont souvent inconscients et nous affectent sans que nous nous en rendions compte. Il est donc essentiel de reconnaître ces biais pour éviter de tomber dans des erreurs de raisonnement. L'auteur nous invite à réfléchir à nos croyances et à nos pensées, à nous demander d'où elles viennent et à les remettre en question. Cette prise de conscience est une étape cruciale pour améliorer notre capacité à raisonner de manière critique et à prendre des décisions éclairées. De plus, l'auteur souligne l'importance de reconnaître que le doute est sain et que nous devons être ouverts à la possibilité que nos croyances soient fausses. Il est facile de croire que nous avons raison et que les autres ont tort, mais cette certitude peut nous empêcher de remettre en question nos propres idées. En acceptant que nos croyances puissent être fausses, nous pouvons être plus ouverts à la recherche de la vérité et à la considération d'autres perspectives. En outre, l'auteur nous rappelle que nous avons tendance à chercher des preuves qui confirment nos croyances et à ignorer celles qui les contredisent. Ce biais de confirmation peut nous empêcher de voir la vérité et de considérer d'autres perspectives. Il est donc important de rechercher activement des preuves qui contredisent nos croyances et d'être prêt à les considérer. L'auteur souligne également l'importance de se méfier des anecdotes. Les anecdotes sont des histoires individuelles qui peuvent sembler convaincantes, mais qui ne sont pas nécessairement représentatives de la réalité. Il est important de rechercher des données et des statistiques pour soutenir nos idées, plutôt que de se fier uniquement aux histoires individuelles. Enfin, l'auteur nous invite à être prudents en ce qui concerne les corrélations. Les corrélations sont des liens statistiques entre deux variables, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une relation de cause à effet entre elles. Il est important de prendre en compte d'autres facteurs qui pourraient influencer la relation entre les deux variables. Le deuxième chapitre du livre met en garde contre les idées fausses et les mythes qui sont largement acceptés dans notre culture. L'auteur nous explique que même si une idée est répétée souvent, cela ne signifie pas qu'elle est vraie. Il nous rappelle l'importance de vérifier les faits avant de les accepter comme vrais. Ce chapitre nous rappelle qu'il est essentiel de garder un esprit critique et de ne pas se contenter de croire ce que l'on entend. L'un des points clés de ce chapitre est l'importance de vérifier les faits avant de les accepter comme vrais. Nous vivons dans un monde où l'information circule rapidement et facilement, mais cela ne signifie pas que tout ce que nous entendons est vrai. L'auteur nous rappelle qu'il est essentiel de faire nos propres recherches et de vérifier les sources d'information avant de croire quoi que ce soit. En effet, certaines sources d'information peuvent être biaisées ou même fausses, et il est important de ne pas se fier aveuglément à elles. Un autre point important de ce chapitre est la mise en garde contre les idées fausses et les mythes qui sont largement acceptés dans notre culture. Nous avons tous été exposés à des idées fausses qui ont été répétées si souvent qu'elles sont devenues presque universelles. Par exemple, il y a le mythe selon lequel nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, ou encore la croyance que la Lune a une influence sur notre comportement. Ces idées ont été répétées si souvent qu'elles ont fini par être acceptées comme des faits, mais l'auteur nous rappelle qu'il est important de remettre en question ces idées et de vérifier leur validité. En outre, l'auteur souligne l'importance de ne pas se fier uniquement aux sources d'informations qui soutiennent nos croyances existantes. Il est facile de chercher des sources qui confirment nos croyances et d'ignorer celles qui les contredisent. Cependant, cela peut nous empêcher de voir la vérité et de comprendre pleinement une question. Il est essentiel d'être prêt à écouter des points de vue différents et de considérer toutes les sources d'informations disponibles. Un autre point intéressant de ce chapitre est l'importance de reconnaître et de remettre en question nos propres biais. Nous avons tous des biais, que ce soit en raison de notre éducation, de notre culture ou de nos expériences de vie. Ces biais peuvent nous empêcher de voir la vérité ou de considérer d'autres perspectives. Il est important de prendre conscience de ces biais et de les remettre en question afin de pouvoir considérer toutes les perspectives et de parvenir à une compréhension plus complète de la vérité. Enfin, l'auteur souligne l'importance de ne pas se fier aux arguments d'autorité. Les arguments d'autorité sont des arguments qui sont présentés comme vrais simplement parce qu'ils sont faits par une personne en position d'autorité. Cependant,
cela ne signifie pas que ces arguments sont vrais. Le troisième chapitre traite des erreurs de raisonnement les plus courantes auxquelles nous sommes tous confrontés. En effet, il est facile de tomber dans des pièges de raisonnement qui peuvent nous amener à des conclusions fausses ou erronées. L'un des premiers sujets abordés dans ce chapitre est la différence entre la corrélation et la causalité. L'auteur nous rappelle que la simple coïncidence ne prouve rien. Juste parce que deux choses sont liées de manière statistique ne signifie pas qu'il y ait une relation de cause à effet entre elles. Il est donc important de ne pas sauter à des conclusions hâtives et de considérer d'autres facteurs qui pourraient être en jeu. En outre, l'auteur met en garde contre le raisonnement circulaire. Cette erreur de raisonnement se produit lorsqu'on utilise une conclusion pour étayer une prémisse, qui est ensuite utilisée pour étayer la conclusion. En d'autres termes, on tourne en rond en utilisant les mêmes arguments pour justifier une conclusion. Cette pratique est non seulement fallacieuse, mais elle peut également nous amener à des conclusions erronées. Une autre erreur de raisonnement courante est la sélection des données. L'auteur nous rappelle que nous avons tendance à chercher des preuves qui confirment nos croyances et à ignorer celles qui les contredisent. Cette pratique peut nous empêcher de voir la vérité et de considérer d'autres perspectives. Il est donc important de rechercher activement des preuves qui contredisent nos croyances et d'être prêt à les considérer. L'auteur aborde également l'erreur de raisonnement de la post hoc ergo propter hoc, qui signifie « après cela, donc à cause de cela ». Cette erreur de raisonnement se produit lorsqu'on assume qu'une chose est la cause d'une autre simplement parce qu'elle la suit dans le temps. Encore une fois, il est important de considérer d'autres facteurs qui pourraient être en jeu et de ne pas sauter à des conclusions hâtives. Une autre erreur de raisonnement courante est l'argument ad hominem. Cette erreur se produit lorsqu'on attaque la personne plutôt que son argument. Il est important de se concentrer sur les arguments eux-mêmes plutôt que sur la personne qui les présente. Enfin, l'auteur met en garde contre l'erreur de raisonnement de l'appel à la popularité. Cette erreur se produit lorsqu'on assume qu'une idée est vraie simplement parce qu'elle est populaire. Comme l'auteur l'a souligné dans le premier chapitre, la popularité ne prouve pas la véracité d'une idée. Le quatrième chapitre aborde un sujet fascinant, la façon dont les témoignages personnels peuvent affecter notre perception de la vérité. Dans ce chapitre, l'auteur nous met en garde contre le fait de donner plus de poids aux témoignages personnels qu'aux preuves scientifiques. Il nous rappelle que les anecdotes ne sont pas des preuves et que nous devons être sceptiques envers les témoignages qui contredisent les faits scientifiques. L'auteur explique que les témoignages personnels peuvent être très persuasifs, en particulier lorsqu'ils sont émouvants ou qu'ils proviennent de personnes que nous respectons. Cependant, ces témoignages ne sont pas des preuves en soi, car ils sont basés sur des expériences subjectives et peuvent être influencés par des facteurs tels que la mémoire, l'émotion et la perception personnelle. L'auteur cite plusieurs exemples de témoignages qui ont influencé la perception du public sur des sujets tels que la santé et la guérison. Par exemple, il mentionne les témoignages de personnes qui ont affirmé que la vitamine C avait guéri leur cancer. Bien que ces témoignages soient émouvants et persuasifs, ils ne sont pas des preuves scientifiques de l'efficacité de la vitamine C dans le traitement du cancer. L'auteur explique que les témoignages personnels peuvent être trompeurs pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les personnes qui rapportent ces témoignages peuvent être influencées par des biais personnels ou des croyances préconçues. Ils peuvent également avoir une mémoire défaillante ou être influencés par des facteurs tels que l'émotion ou le stress. En outre, les témoignages personnels ne sont souvent pas représentatifs de l'ensemble de la population. Par exemple, si une personne rapporte avoir guéri d'une maladie en utilisant un traitement alternatif, cela ne signifie pas que ce traitement fonctionne pour tout le monde. L'auteur met également en garde contre le fait de rejeter les preuves scientifiques au profit des témoignages personnels. Bien que les témoignages personnels puissent être émouvants et persuasifs, ils ne peuvent pas remplacer les preuves scientifiques rigoureuses. En fin de compte, l'auteur nous encourage à être sceptiques envers les témoignages personnels qui contredisent les faits scientifiques. Il nous rappelle que la science est basée sur des preuves rigoureuses et que les témoignages personnels ne peuvent pas remplacer cette méthode de validation. Cependant, il est également important de ne pas rejeter les témoignages personnels qui peuvent fournir des indices importants pour la recherche scientifique future. Dans le dernier chapitre de Don't Believe Everything You Think, l'auteur nous encourage à être plus critique envers les arguments que nous entendons. Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés d'informations provenant de sources multiples, et il est de notre responsabilité de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
L'auteur souligne que même les arguments les plus convaincants peuvent être trompeurs et que nous devons être prêts à poser des questions et à vérifier les faits avant de croire quelque chose. Pour être plus critique envers les arguments, nous devons d'abord comprendre les différentes formes d'arguments et les techniques de persuasion qui peuvent être utilisées pour les rendre plus convaincants. L'auteur explique que les arguments peuvent être basés sur des émotions, des faits ou des opinions. Nous devons être en mesure de distinguer ces différents types d'arguments pour pouvoir évaluer leur validité. L'auteur explique également que les arguments peuvent contenir des erreurs de raisonnement, qui peuvent être utilisées pour tromper le public. Par exemple, l'argument de la fausse dichotomie consiste à présenter deux options comme étant les seules possibilités, alors qu'il peut y en avoir d'autres. De même, l'argument de l'homme de paille consiste à déformer l'argument de l'adversaire pour le rendre plus facile à réfuter. En comprenant ces erreurs de raisonnement, nous serons en mesure d'identifier les arguments qui sont trompeurs ou peu convaincants. Une autre technique de persuasion couramment utilisée est la présentation sélective des faits. Les présentateurs peuvent sélectionner des données ou des témoignages qui soutiennent leur point de vue tout en ignorant les preuves qui contredisent leur argument. Pour être plus critique envers les arguments, nous devons être en mesure de vérifier les faits et d'examiner les preuves dans leur ensemble. Enfin, l'auteur souligne l'importance de poser des questions et de remettre en question les arguments que nous entendons. Nous ne devons pas simplement accepter ce qui nous est présenté sans examen critique. Au lieu de cela, nous devons poser des questions et chercher des réponses pour nous aider à comprendre les arguments plus en profondeur. Pour être plus critique envers les arguments, nous devons également être conscients de nos propres biais et préjugés. Nous avons tous des idées préconçues qui peuvent affecter notre perception des arguments présentés. Nous devons être prêts à reconnaître ces biais et à les remettre en question pour pouvoir évaluer les arguments de manière plus objective. En fin de compte, l'auteur nous rappelle que nous avons la responsabilité de vérifier les faits et de remettre en question les arguments que nous entendons. Nous ne devons pas simplement accepter les arguments sans examen critique. Au lieu de cela, nous devons être prêts à poser des questions, à vérifier les faits et à examiner les preuves dans leur ensemble. En faisant cela, nous serons en mesure d'évaluer les arguments de manière plus objective et de prendre des décisions plus éclairées. En conclusion, Don't Believe Everything You Think nous rappelle l'importance d'être sceptique et de remettre en question nos croyances. Nous devons être conscients de nos biais et être prêts à admettre que nous avons tort. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons éviter les erreurs de raisonnement et nous rapprocher de la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.